Alors bonjour à tous, donc là, vous voilà donc conviés à une réunion virtuelle d'information sur la tentative de fécondation in vitro que vous allez réaliser dans quelques semaines dans le service de l'hôpital de Tours. Donc en tant que couple, vous allez vous retrouver au milieu d'une équipe pluridisciplinaire qui comprend évidemment bien sûr donc les médecins qui vont constituer votre dossier médical et puis qui vous suivront tout au long donc, de votre parcours, de la ponction jusqu'au transfert, y compris le traitement. Les secrétaires pour tout ce qui est prise de rendez-vous physique et téléphonique. Notre psychologue qui vous dira donc quelques mots donc, prochainement là, sur l'importance de son rôle dans notre équipe. Le laboratoire de spermiologie, SECOS, qui est le laboratoire qui est destiné pour vous à réaliser les spermogrammes. C'est aussi le laboratoire qui réalisera la préparation de sperme en vue d'insémination et en vue d'éventuelles préservations. Les sages-femmes qui vont être des interlocutrices privilégiées entre vous et l'équipe clinique et biologique, et qui vous suivront là aussi donc, tout au long de votre parcours de fécondation in vitro, prise de sang, échographie, ponction, transfert. Vous aurez le détail un petit peu plus tard. Les aides-soignantes que vous allez rencontrer lors de votre tentative de fécondation in vitro, au moment de la ponction et du transfert. Et enfin, la deuxième partie de laboratoire de notre équipe, le laboratoire de fécondation in vitro, qui comprend techniciens et biologistes et qui sera donc partie prenante dans votre parcours. Donc, cette équipe comprend une trentaine de personnes et va essayer de vous aider à réussir votre projet parental le plus rapidement possible, mais aussi dans les meilleures conditions. Alors le plan que l'on se propose de suivre avec vous pour cette tentative de FIV est le suivant. Tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin d'avoir recours à une tentative de fécondation in vitro? Que se passe-t-il dans les semaines qui vont précéder la tentative? Le cœur de la réunion, comment se déroule-t-elle? Et puis on terminera par quelques chiffres. Alors cette réunion virtuelle, elle va être scindée en plusieurs parties et vous aurez plusieurs membres de l'équipe qui vont à tour de rôle vous décliner cette tentative. Cela comprend donc le biologiste, le clinicien, la psychologue, la sage-femme qui se sont donc investis pour cette réunion virtuelle. Alors, tout d'abord, pourquoi a-t-on besoin d'avoir recours à une tentative de fécondation in vitro? Alors, sans rentrer trop dans les détails, c'est important de vous donner quelques termes que vous connaissez peut-être déjà, sinon dont vous allez entendre parler très régulièrement lors de votre parcours. Alors tout d'abord, en ce qui vous concerne, mesdames, le gamète féminin, donc l'ovocyte. Alors, chez la femme, comme chez l'homme, il y a une petite glande à la base du cerveau qui s'appelle l'hypophyse et qui va sécréter des hormones qui vont nous concerner lors de votre parcours. Ces hormones sont la FSH et l'hormone LH. Vous voyez, sur cette diapositive ont été représentés les deux ovaires sous forme de deux grands cercles blancs. Et vous avez au sein donc de chaque ovaire un certain nombre de follicules qui sont les petites masses roses. Et dans chaque follicule, vous avez un ovocyte en bleu. Donc mesdames, vous avez un stock de follicules qui s'est constitué pendant que vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Et ce stock a commencé à être utilisé pendant la vie intra-utérine. Et il vous sert jusqu'à la fin de votre vie reproductive. Et donc chez une femme, à partir de la puberté, on peut aller jusqu'à la phase finale de la croissance d'un follicule, c'est-à-dire jusqu'à l'ovulation. Et l'hormone FSH est l'hormone qui va permettre la croissance des follicules. Donc à partir de la puberté, chaque mois, un certain nombre de follicules vont pouvoir terminer en partie donc leur croissance sous l'influence de l'hormone FSH. Mais parmi ces quelques follicules qui sont encore en cours, s'il y en a un, celui qui va devenir le follicule ovulatoire, qui va devenir plus gros que les autres, alors que les autres vont régresser dans le cadre d'un mécanisme normal, hors assistance médicale à procréation. Et donc ce gros follicule va ensuite, sous l'influence de l'hormone LH, libérer son ovocyte qui sera capté par l'extrémité de la trompe, comme on va le voir dans quelques instants. Ces follicules produisent eux-mêmes un certain nombre d'hormones, en particulier l'œstradiol est une hormone qui est produite par les follicules en croissance. Et lors de votre suivi, vous viendrez faire des prises de sang et on dosera donc dans le sang la concentration d'œstradiol qui est en relation avec le nombre et la taille des follicules. Plus les follicules sont nombreux,
plus ils sont gros, plus la quantité d'œstradiol dans le sang sera importante. La progestérone, c'est l'hormone qui est produite par le follicule ovulatoire et qui va préparer votre utérus à recevoir l'embryon après constitution. Donc ce qui fait que normalement, physiologiquement, naturellement, sans aucune intervention extérieure, notre espèce humaine aboutit tous les mois, si tout va bien, à l'ovulation d'un seul follicule, donc la libération d'un seul ovocyte. C'est un événement qui est très majoritaire, dans 98 à 99% des cas, ce qui fait que notre espèce humaine, elle est tout à fait adaptée à avoir les enfants les uns après les autres, avec des grossesses uniques. Alors, pour vous, messieurs, en ce qui concerne les spermatozoïdes, un certain nombre de points. Vous le savez certainement, ces spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, à partir de la puberté et jusqu'à la fin de la vie de l'homme. Ces spermatozoïdes, lorsqu'ils sont produits, donc en quantité et en qualité variable, eh bien, vont devoir cheminer dans les canaux qui sont marqués par ces petites flèches rouges avant de se retrouver à l'extérieur dans l'éjaculat. Et donc, chez un homme, la production de spermatozoïdes est soumise à des variations normales. Il y a des moments où les concentrations de spermémies sont plus importantes qu'à d'autres moments, et toute une série de facteurs extérieurs, environnementaux, toxiques, physiques, comme la température, peuvent perturber la production de spermatozoïdes. C'est pourquoi on vous demande de souvent réaliser plusieurs spermogrammes. Et comme le temps nécessaire à produire des spermatozoïdes est de 2 à 3 mois, ça explique pourquoi on vous demande un délai, en général de 2 à 3 mois avant chaque spermogramme, pour avoir une meilleure idée de la production de spermatozoïdes dans le temps. Alors, comment se passe la fécondation naturellement ? Donc, pour cela, on vous a représenté une partie de l'appareil génital féminin avec le vagin, l'utérus, une des deux trompes, vous avez bien sûr l'autre trompe de l'autre côté, un des deux ovaires, même chose, autre ovaire de l'autre côté. Ici, vous pouvez reconnaître quelques follicules en jaune, et donc, comme on le disait il y a quelques instants, tous les mois, sous l'influence de l'hormone FSH, il y a un follicule qui va arriver à la fin donc, de son développement et qui va libérer un ovocyte. Cet ovocyte, il va être capté par l'extrémité de la trompe et va attendre d'éventuels spermatozoïdes pour la fécondation. Donc ces spermatozoïdes, ils vont être déposés lors d'un rapport en quantité et en qualité variable, et ces spermatozoïdes vont ensuite devoir rejoindre l'ovocyte. Ce sont les spermatozoïdes qui se déplacent vers le lieu de la fécondation. Et là, c'est un parcours qui est extrêmement sélectif, puisque au fur et à mesure que les spermatozoïdes progressent vers le lieu de la fécondation, ils sont de moins en moins nombreux à continuer donc leur course, et au final seulement quelques dizaines, non pas un seul comme vous le voyez sur le schéma, mais quelques dizaines vont arriver autour de l'ovocyte. Alors parmi ces quelques spermatozoïdes qui sont arrivés autour de l'ovocyte, il y en a un, celui qui est le plus vigoureux, le plus performant, que vous avez représenté ici en bleu. Vous voyez un spermatozoïde en bleu qui est en train de rentrer dans un ovocyte en orange. Eh bien, c'est le moment de la fécondation, c'est le jour J0. Suite à l'entrée du spermatozoïde dans l'ovocyte va se transformer, donc ça demande quelques heures. Ici, vous avez donc un ovocyte qui a été fécondé. On verra tout à l'heure dans une autre série comment se passe la fécondation. Et puis ensuite, cet œuf va commencer à se diviser, 2 cellules, puis 3, puis 4 cellules, dans les jours qui suivent. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, l'œuf va devoir aussi se déplacer dans la trompe, puisque ça n'est pas le lieu normal d'implantation. Et donc ça va demander quelques jours supplémentaires, 3 à 4 jours supplémentaires, avant que l'œuf arrive sous forme de blastocyste. C'est un nom un petit peu compliqué, mais dont vous entendrez parler régulièrement dans le service, car nous faisons beaucoup de transferts au stade blastocyste. Le blastocyste, c'est un œuf ou un embryon, mais qui va avoir environ une petite centaine de cellules, et pour lesquelles les cellules commencent à s'organiser. Donc ça, c'est un événement, vous voyez, qui dure environ une semaine après l'entrée du spermatozoïde. Alors pourquoi a-t-on besoin d'avoir recours à une tentative de fécondation in vitro ? Alors bien sûr, on ne va pas voir toutes les raisons possibles, juste les principales. Première possibilité pour un couple, c'est un problème de trompe du côté féminin.
suite à une infection. Il peut y avoir par exemple, il peut y avoir une obstruction tubaire, unilatérale ou bilatérale. Et lorsqu'elle est bilatérale, lorsqu'elle a lieu des deux côtés, vous voyez bien que les spermatozoïdes, même s'ils sont présents en quantité suffisante d'un côté, et même si l'ovocyte est présent de l'autre côté, eh bien la rencontre ne peut pas se faire. Donc seule la fécondation in vitro permettra, en dehors du corps humain, de réaliser cette rencontre et de transférer l'embryon ensuite produit dans l'utérus. Il peut s'agir aussi d'un problème d'ovulation. Donc là, il n'y a pas d'obstacle mécanique au niveau des troncs qui empêche le passage des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont en quantité suffisante. Par contre, l'ovulation n'a pas lieu, ou trop peu souvent, et donc bien sûr, il manque un des acteurs pour la fécondation, en l'occurrence l'ovocyte. En miroir, il peut y avoir un problème d'altération du sperme. Les trompes sont bien perméables, l'ovulation a bien lieu. Par contre, il y a au départ trop peu de spermatozoïdes qui sont déposés au niveau du vagin. Comme la sélection est toujours aussi importante, eh bien, aucun spermatozoïde n'est capable d'arriver sur le lieu de la fécondation et donc la grossesse ne peut pas débuter naturellement. Le plus souvent, il s'agit d'un problème mixte, chacun apportant un petit problème et ces deux problèmes additionnés deviennent majeurs. Et puis, il arrive, c'est très frustrant pour vous comme pour l'équipe médicale, que l'infertilité soit considérée comme inexpliquée, c'est-à-dire qu'à l'issue de votre bilan d'exploration, aucun élément n'est trouvé de manière évidente. La production de spermatozoïdes est suffisante, l'ovulation a lieu, les trompes sont bien perméables, pourtant, évidemment, la grossesse ne débute pas et vous essayez depuis au moins un an régulièrement. Alors bien sûr, on vous proposera en première intention d'avoir recours à des techniques plus simples, comme les inséminations intra-utérines, le plus souvent, mais en cas d'échec, eh bien, la suite normale est le recours à la fécondation in vitro. Alors pour terminer sur cette partie conclusion, juste 2 mots sur cette technique de fécondation in vitro. Pour vous, ça ne changera rien dans votre prise en charge, mais c'est important que vous sachiez que l'on va réaliser soit une fécondation in vitro classique, soit une fécondation par ICSI. ICSI, ça veut dire intracytoplasmique sperme injection. On vous a mis entre parenthèses la date de la première naissance dans le monde d'enfants conçus par l'une ou l'autre de ces deux techniques de fécondation in vitro. Vous voyez que la technique la plus ancienne, c'est la fécondation in vitro classique. Première naissance en 1978 en Angleterre d'une petite fille, Louise Brown. Et en 1992 est né en Belgique un premier enfant par ICSI. Donc chaque technique a une indication qui est bien particulière et les médecins vous proposeront le recours à la fécondation in vitro classique s'il y a un problème de trompe, comme on vient de le voir précédemment, s'il y a une altération modérée du sperme, ça c'est identifié lors d'un spermogramme, ou plusieurs, comme on l'a vu aussi précédemment. En cas d'échec d'insémination, on en a parlé aussi il y a quelques instants, les inséminations peuvent se faire avec sperme de conjoint, ce sont les IAC, insémination artificielle avec sperme de conjoint, ou avec sperme de donneur, IAD, et lorsque on arrive à un nombre maximum de 6 inséminations, eh bien la sécurité sociale arrête la prise en charge. Mais parfois, le médecin peut vous proposer donc, de commencer la fécondation in vitro après un nombre plus faible d'échecs d'insémination. En cas d'endométriose sévère, qui est une pathologie gynécologique, qui peut être une source d'infertilité, et en cas de troubles importants de l'ovulation. En ce qui concerne le recours à l'ICSI, cette technique va être proposée en cas d'altération sévère du sperme. C'est-à-dire que là, on est vraiment donc bien en dessous des seuils de normalité. La forme la plus sévère d'altération du sperme s'appelle l'azoospermie. C'est un nom un petit peu compliqué qui indique qu'il n'y a aucun spermatozoïde dans l'éjaculat. Bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle lorsqu'on apprend donc cette situation d'azoospermie qui est contrôlée. Et ensuite, il est possible de réaliser d'autres explorations pour vérifier qu'il n'est pas possible de retrouver à la source, au niveau testiculaire, quelques zones qui fonctionnent encore et à partir desquelles on pourra prélever des spermatozoïdes que l'on pourra utiliser en ICSI. Et enfin, la technique d'ICSI peut être proposée en cas d'échec de fécondation en FIV classique, c'est-à-dire qu'on vous a proposé pour une première tentative la technique la plus ancienne, la plus simple, car elle convenait à votre couple. Malheureusement, le couple, nous sommes confrontés à un échec de fécondation, donc pas d'embryon, ou trop peu. Eh bien, la fois suivante,
la technique de fécondation in vitro sera modifiée et nous passerons donc à une technique d'ICSI. Donc fin de cette première partie qui était relative à l'introduction et pourquoi a-t-on besoin d'avoir recours à une tentative de fécondation in vitro.